à tous. J'ai l'impression que tout le monde est à peu près connecté là. Il va y avoir des retardataires, ils vont arriver au fil de l'eau. Merci de tous vous être connectés pour ce live testing assez exceptionnel, puisqu'on a un panel, un aéropage d'experts pour un grand moment qui est la sortie du millésime 2016 de Château Edmus. On va commencer d'abord peut-être par les femmes. Angélique de Lanquessin, la cofondatrice de Ideal Wine. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Bonsoir à tous. Là, on a aussi, bien sûr, on ne présente plus Stéphane de Renoncourt. Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Là, qui accompagne le Bonsoir à château tous. qui accompagne le château Edmus depuis un certain temps. Il va nous raconter tout ça. Et bien sûr, on ne pouvait pas faire cet événement sans Laurent David. Bonsoir Laurent. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. C'est très émouvant. Alors, ça va être un bon moment. Et on voulait remercier toutes les personnes qui sont inscrites. Peut-être, Angélique, tu veux dire deux mots pour les clients de Ideal Wine en particulier? Oui, déjà, je voulais vous remercier, Laurent et toi et Stéphane, pour cette opération à laquelle on est très heureux de s'associer au niveau d'Ideal Wine. Et on a été très heureux de proposer ces flacons nouveaux pour préparer cette dégustation. Donc, merci à tous les clients d'Ideal Wine qui les ont acquis, parce qu'ils sont assez nombreux ce soir. Et je ne suis pas seule d'Ideal Wine d'ailleurs. Dans l'assistance, un autre cofondateur d'Ideal Wine est là, Lionel Dunca. Donc, on est heureux d'être avec vous. Voilà. On est très heureux de t'avoir avec nous aussi, puisque tu nous parleras à la fin, je laisse un peu de suspense, mais on parlera de super opération qui s'est fait, une vente aux enchères en NFT. On en parlera un petit peu, on aura l'occasion de revenir dessus. Et ce que je voulais dire aussi à tous les participants, c'est qu'on est dans un événement privé où ce n'est pas un live sur Facebook ou Instagram où n'importe qui peut venir. C'est vraiment juste sur invitation. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi très librement poser vos questions, soit dans le chat, on relaiera les questions, soit potentiellement aussi à venir. Il ne faut pas non plus qu'on intervienne en même temps, sinon ça va être la fois. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment interactif. On est là tous pour répondre à vos questions. C'est avec plaisir qu'on échangera. Donc, n'hésitez pas à participer. On traitera les questions au fur et à mesure. Donc, peut-être qu'on peut faire un petit tour. Laurent, tu peux nous commencer à nous parler un petit peu du château, l'appellation, l'équipe, les hectares. Bien, avec grand plaisir. Et je pense que la première chose que je vais demander à tout le monde de faire, pour tous ceux qui ont reçu ce précieux flacon de dégustation, donc l'innovation de cette année, la possibilité de se retrouver maintenant et de déguster en ligne et donc à distance, d'avoir Stéphane et ses équipes qui vont nous commenter ce millésime. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de l'aérer. Et donc, c'est le moment de l'ouvrir, c'est le moment de le prendre, voilà, de l'ouvrir, de vous servir dans un ou deux verres de dégustation, commencer à décanter ce vin. Voilà, le 2016, ça y est, c'est parti. Et donc, on va le laisser un petit peu s'aérer. Moi, je me suis mis tout un demi-cube. Laisser s'aérer parce que je pense que dans un petit quart d'heure, Stéphane, tu nous diras quel est le meilleur moment pour le déguster. Je veux juste aussi saluer, envoyer des salutations bien spécifiques à nos amis qui sont à Florence, qui ont la chance d'être devant le Ponte Vecchio. Bonjour Louisa, bonjour Romain, bonjour à ciao a tutti, et qui dégustent ce soir dans un restaurant qui est fabuleux, qui s'appelle le Golden View, qui est juste face au Ponte Vecchio, un restaurant étoilé, et qui a voilà. Et ciao, on les voit, pour ceux qui le voient, qui sont là, il y a toute une équipe qui vit ce moment avec nous en direct depuis le Ponte Vecchio, donc bonjour à vous. Pour revenir à ta question donc, sur le château Edmus, le château Edmus, c'est un domaine qui existe depuis maintenant 2006, créé par Eric Remus, qui est là ce soir, et Phil Edmonton, qui est à Boston. Et Stéphane de Renoncourt et ses équipes ont suivi dès ce moment-là. C'est une petite parcelle qui maintenant fait 1,6 hectares seulement. C'est une boutique winery, c'est le terme qu'on a trouvé. C'est une parcelle toute petite, on jardine, on fait que 6 000 bouteilles pour les grandes années par an. Et avec moitié Cabernet Franc, moitié Merlot, on travaille depuis tout le temps de façon très, très raisonnée. Il n'y a pas eu une goutte de glyphosate depuis plus de 20 ans, ce domaine.
La certification bio, elle a commencé parce qu'il fallait bien l'avoir en 2007. Donc, il est certifié bio. On est allé plus loin. Il est certifié maintenant en biodynamie Déméter. Et on va continuer à aller encore plus loin dans notre recherche sur la pureté de ce que l'on fait. Donc, le château Edmus, il a plusieurs particularités, notamment d'être l'effort collectif de 32 personnes qui m'accompagnent, qui m'ont aidé à le rénover, qui m'ont aidé à investir et fabriquer un tout nouveau chai. Je crois qu'il y a même des photos du chai qui sont disponibles ce soir qu'on pourra vous montrer, puisqu'il a été inauguré il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc, on a un lieu maintenant qui incarne précisément ce que l'on fait. Et voilà, c'est le bâtiment tout neuf. Donc, vous avez au milieu la maison en pierre qui est centenaire, et tout autour un bâtiment ultra moderne qui a été construit en bois noir, en bois brûlé, donc totalement naturel, et qui permet de faire des vinifications très très précises, une petite thermodynamie incroyable, et donc ne pas utiliser ni le sulfite, ni de la pétrochimie ou de la chimie pour pouvoir faire les vins les plus purs qui reflètent le terroir qui est le nôtre. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est une photo prise ce matin. Donc c'est très enherbé, on a laissé les herbes folles et les petites fleurs pousser comme ça devant le chai. Vous voyez qu'il fait très très beau à Saint-Émilion. On a eu 29 degrés aujourd'hui. On a un été indien incroyable. Et donc voilà, le château Edmus, il a plusieurs comme ça particularités. On a fait des cuvées 100% Cabernet Franc, élevés dans un œuf de Beaune, qui sont des expressions du Cabernet Franc pur, sans moindre sulfite, qui sont donc excellentes. Et puis, on a ces grands vins qui sont le reflet de l'excellence qu'on peut avoir à Saint-Émilion, avec notre travail qui est de les élever pendant minimum 6 ans dans le cave avant de vous les rendre disponibles. Alors, quand aujourd'hui, voilà, on ouvre une bouteille et qu'on amène ce vin devant vous, c'est 6 années de travail, c'est un travail précieux, précis. Et donc, on est ému et fiers de vous présenter notre travail ce soir. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas trop parler, parce que je crois qu'il y a plein d'autres personnes qui ont des choses plus intéressantes que moi à raconter ce soir. Je vois qu'il y a aussi pas mal de questions comme ça qui arrivent. Je ne sais pas quand est-ce qu'on les prendra, comment tu veux qu'on s'organise, Maxime, mais je me tais, c'est promis. Voilà, petit à petit. Effectivement, on a aussi, au-delà des clients d'Ideal Wines, on est venu sur invitation de Angélique et de son équipe. On voulait aussi remercier tous les Wine Funders. Il y en a plusieurs qui sont ici, là je vois connectés, qui ont investi dans le château Edmus. Pour vous donner une petite idée, il y avait eu, c'était en 2021, au tout début 2021, pour financer la construction de ce chai dont Laurent vient de parler. Il a souhaité associer à l'aventure 30 personnes. Il voulait 30 personnes et on a eu 178 candidats qui voulaient investir. On a fait passer un questionnaire pour vraiment voir leur motivation. Et ensuite, Laurent a fait passer 90, je ne vais pas appeler ça des entretiens d'embauche, mais des rendez-vous pour s'assurer que les valeurs étaient en ligne. Et parmi les 90, il a retenu 30 personnes qui sont passionnées et qui viennent régulièrement aux événements qu'on a pu organiser avec Laurent, et notamment encore récemment les événements de vendange. On voit ici les heureux Wine Funders du château Edmus qui sont venus récolter leurs raisins tous ensemble. C'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines, oui. Ça, c'était le Cabernet Franc il y a 2 semaines. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, je voulais remercier tous les Wine Angels qui sont fidèles de se joindre à nous ce soir. Ils ont hâte, je pense, de découvrir le 2016 parce que tu l'as tenu bien secret, ce 2016, jusqu'à présent. Personne ne l'a encore dégusté, en dehors de toi, bien sûr, et Stéphane. Et voilà. Peut-être que justement, Stéphane, tu peux nous parler de l'historique depuis 2007 que tu accompagnes le château Edmus. Oui, avec plaisir. En fait, moi, j'ai connu ce petit domaine il y a assez longtemps maintenant, puisque le premier millésime qu'on a suivi avec eux à l'époque, c'était le 2007. Donc, moi, j'ai vu arriver 2 copains qui bossaient ensemble, un depuis Paris, l'autre depuis les États-Unis. Ils étaient associés dans l'assurance, je crois. Donc, ils avaient un niveau en viticulture vraiment ravais pas crête, en vinification aussi.
Et donc, ils nous ont demandé un accompagnement. Je suis allé voir le domaine. C'est un domaine intéressant au niveau géologique parce qu'on est sur une veine de grave intéressante avec du en sous-sol un peu d'argile. Ça veut dire qu'on a des sols drainants, qu'on peut obtenir assez facilement des maturités, mais aussi, grâce à cette argile, on peut passer des étés parfois très chauds, et tant mieux parce que c'est de plus en plus le cas, sans trop de problèmes de stress hydrique, et où on peut aussi évidemment garder avec la maturité une certaine fraîcheur. J'aurais conseillé directement de faire un projet un peu haute couture, un peu haut de gamme, parce que quand on a une propriété comme ça, qui excède pas 1,5 hectare, ben, on rentre dans un côté un petit peu artisanal, hein, voilà. Et donc, moi, mon métier, c'était de leur définir un itinéraire technique qui soit adapté au lieu, au cépage, au terroir, qui correspondent un peu à leurs envies et surtout qui s'inscrivent dans un suivi extrêmement précis, puisque aucun des deux n'était technicien. Et surtout de les accompagner aussi sur la compréhension de leur projet, parce que, évidemment, quand on investit dans un projet comme ça, il y a une chose qui est indéniable, c'est la passion. Ils étaient assez passionnés de découvrir tout ça. Donc, évidemment, ça demandait pas mal d'intervention, parce que c'était un domaine où finalement c'est une parcelle qui a été extraite d'un domaine. Dieu merci, certainement la plus belle parcelle de ce domaine. Et donc on a mis ça en place en collaboration avec une boîte de prestations qui eux faisaient le côté, je dirais, le côté taf, quoi. Nous, on assure le côté réflexion, itinéraire technique, philosophie, les grandes décisions sur tous les niveaux de production, quoi, que ce soit de la gestion des sols, de la viticulture, de la maîtrise des dates de vendange, des protocoles de vinification, des choix d'élevage, etc., etc. Et donc, pour cela, dans les premières années, j'étais pas mal investi moi-même avec Frédéric. Et puis, il fallait trouver la personne qui ait un peu cette sensibilité vigneronne et qui était évidente avec l'arrivée de Romain, qui est arrivé dans l'entreprise ici en 2009 et qui, peu de temps après, a pris le suivi d'Edmus en conseil. Simplement pourquoi? Parce que Romain, c'est quelqu'un qui a une fibre vigneronne, c'est presque un autodidacte. Donc, je crois qu'il nous écoute ce soir depuis Florence. C'est quelqu'un que j'ai connu bien avant qu'il rentre chez moi et que j'ai essayé d'accompagner un petit peu dans son parcours. Et finalement, on s'est beaucoup plu mutuellement. Et comme il travaillait chez moi sur mon domaine en tant que technicien, donc Romain, il connaît tous les travaux de la vigne, il connaît tous les outils, tous les tracteurs, il a vinifié, il a élevé, il a mis en bouteille, il sait tout faire. C'est une idée qui me plaît, moi, pour les consultants, parce que quand on demande à quelqu'un quelque chose qu'on sait faire, on est un peu plus crédible. Donc, c'est Romain à qui on a fait cette espèce de petit cadeau, en fait, en disant, bah, écoute, Romain, voilà un petit bijou pour toi, occupe-toi du mieux que tu peux, et je crois qu'il le fait bien. Et donc c'est un peu lui qui a pris la place. Mais durant toutes ces années, il a fallu évidemment créer un équilibre. Les premiers millésimes n'ont pas été les plus beaux, mais par chance, on a fait quand même cette trilogie magnifique 2008, 2009, 2010. On a été porté par le millésime. Et je crois que les millésimes un peu plus compliqués qui arrivent derrière, eh bien, on récolte un peu le fruit d'un travail un peu précis qu'on a mis en place au niveau de la structuration des sols, au niveau de la qualité de enracinement, et dont on bénéficie pleinement aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire sur nos interventions. Est-ce que Romain peut compléter s'il est disponible? Romain, tu on t'entend. Buonasera, Laurent. Vous m'entendez? Buonasera. Ouais. On Okay. te voit pas, mais on t'entend. Tu peux parler. C'est-à-dire que si vous me voyez, vous ne m'entendez plus. Les Italiens sont meilleurs sur la gastronomie que sur l'informatique. Oui. On préfère boire tes paroles que de voir ton beau visage qui peut t'exprimer. Bon, on est ravis d'être là. Je n'ai pas entendu en fait ce que tu as dit, Laurent. Donc je ne sais pas si tu as posé une question spécifique.
Bon, j'ai juste présenté un petit peu notre action sur ce domaine et l'historique et j'ai expliqué que depuis quelques années, avec ta fibre vigneronne, c'est toi qui t'en occupais plus particulièrement. Absolument. Absolument. Écoutez, est-ce que vous voulez qu'on parle un peu du millésime 2016 en particulier ou du domaine et des incessantes… La question qui était posée là, juste avant que tu arrives à te connecter, Romain, c'était notamment sur les itinéraires techniques au vignoble, les parties pris que vous prenez. Le domaine était en bio, il est passé en biodynamie, des dates de récolte, des cépagements. Si tu peux nous parler un petit peu de l'aspect technique, tu connais mieux que ici. D'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, le château Edmus qui a un petit peu réduit en surface et finalement augmenté en qualité par ce recentrage, on va dire, sur les parcelles les plus qualitatives. Il est divisé en 3 zones géologiques distinctes. Une qui est une parcelle sablo-argileuse, une zone qui est une parcelle de sable argilo-graveleux, qui est même assez graveleuse, assez riche en graves, sur laquelle on a des merlots et les cabernets francs. C'est un vignoble qui est composé exclusivement des vignes qui sont mêlées, qui ont été complantées de tout temps. Donc, on a à peu près tous les âges de vigne. On peut trouver des cèpes propriétaires variés qui n'ont jamais arraché quoi que ce soit, mais toujours, c'est un vignoble qui est entretenu de manière naturelle, organique, depuis qu'on travaille ensemble, donc par des labours, des rotations de culture, des compostages, la manière la plus vertueuse pour chercher à obtenir un équilibre du végétal qualitatif, un enracinement qualitatif. Et donc, on travaille beaucoup sur le soin des sols, le soin de la plante, avec en ajustant nos actions en fonction de la climatologie de chaque millésime. L'idée étant d'apporter en cave un fruit de la meilleure maturité et de la manière la plus respectueuse et soignée pour pouvoir le vinifier aussi simplement que doucement, je dirais. Vous m'entendez toujours bien? Oui, il y a eu des moments où on n'entendait pas très bien. Et justement, c'est très clair sur les… Il y a juste un moment où tu disais que le vignoble s'était recentré, Pan aussi, juste pour donner des chiffres pour que ceux qui ne connaissent pas forcément les muscles, il y a 1,6 hectares, Laurent, si je me trompe. C'est vraiment un tout petit vignoble qui permet de produire. Il y a une question dans le chat là, qui nous demande si on est sur un boutique wine. Oui, avec cette petite surface, effectivement, on est sur un vignoble boutique. Donc, c'est cultivé un peu comme un jardin, avec une attention vraiment attentive à chaque vigne. Et les Wine Angels qui sont là, qui ont participé au vendange, je veux dire, ils ont ramassé les raisins pied par pied avec beaucoup de soin. Et ensuite, ils ont été mis dans le chai très délicatement. Ça, c'est pour effectivement la présentation générale du château. Et tu proposais de nous parler, Romain ou Stéphane. Romain, on n'entend pas super bien. Peut-être Stéphane, tu peux reprendre le livre pour parler des caractéristiques du millésime 2016. Dans un premier temps, de manière générale, au niveau le cabinet était avec son équipe, des dizaines de propriétés à Bordeaux. Le millésime 2016 à Bordeaux et en particulier au château Edmus. Peut-être avant de commencer la dégustation, de mettre un panorama, de contextualiser le 2016. Je vais prendre la parole si vous m'entendez mieux. Oui. Moi, je vais dire simplement les choses en introduction, c'est que 2016, c'est le millésime de la décennie 2010, quoi. Pour moi, c'est de loin le plus beau. C'est de loin le plus beau. C'est un millésime un peu compliqué. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il est beau. Quand c'est trop facile, ça va pas. Et en fait, pourquoi le plus beau? Parce qu'il est rare qu'on puisse avoir à la fois une grande maturité et de la fraîcheur. C'est-à-dire d'avoir un millésime avec un été très ensoleillé, très sec,
et sans basculer dans l'exotisme, en restant dans des valeurs un peu traditionnelles, mais beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus esthétiques et peut-être un peu beaucoup plus sensuelles, j'aimerais dire, que dans la plupart des millésimes. On a connu des très très beaux millésimes dans les années 2000, dans les années 2010. 2010 d'ailleurs est très beau, mais on se souviendra aussi de 2015 par exemple, qui va prendre un profil beaucoup plus solaire. Et, euh, et là vraiment, on touche des millésimes que moi je qualifierais presque de parfaits. De parfait, mais de pas facile. Il faut se rappeler quand même qu'en 2016, à Bordeaux, on a eu beaucoup de chance. C'est d'abord un millésime de gel. Il y a beaucoup d'appellations en France qui ont subi des grosses pertes de par le gel. C'est un hiver assez contrasté, qui n'a pas été froid, donc avec un débourrement relativement précoce. Il n'a pas été froid, mais il a été très, très humide, et ça, ce sera très important sur la suite du cycle du millésime, parce que c'est un hiver qui a refait un peu les nappes phréatiques et qui a donné au sol des bonnes réserves. Un hiver assez doux et assez pluvieux. Il y a eu très très peu de gelée en 2016, sauf au mauvais moment, puisque évidemment il fait doux, mais les sols sont très froids parce qu'ils ont du mal à se réchauffer parce qu'ils sont humides. Et donc, ça lève un peu, ça débourre un peu tôt, avec peut-être une semaine d'avance, pas beaucoup plus. Mais derrière, il y a un épisode, ce qu'on appelle dans notre métier les seins de glace, hein, c'est les gelées de fin avril, qui nous menacent et qui vont pas être trop violentes, et en tout cas pas trop à Bordeaux, et encore moins à Saint-Émilion, où on n'aura pratiquement pas connu de gelée. Donc finalement, la sortie est belle, avec un printemps qui a du mal à se mettre en place, un printemps assez humide, assez frais, qui nous inquiète un peu parce qu'on voit déjà des petits impacts de botrytis sur les feuilles, etc., etc. Donc, surtout, on s'inquiète pour la floraison qui, euh, qui, euh, qui se produit très groupée sur une semaine de beau temps. Et elle arrive là très groupée, très qualitative, un peu comme un miracle. Et on part finalement sur un millésime avec une récolte intéressante en point de vue quantitatif. Et en fait, ce qui va se passer ensuite, à partir du mois de juin, c'est qu'on va avoir un bouleversement total, et je dirais presque miraculeux, de la météo, mais ça fait partie des suspens de notre métier, des histoires de météo. Et en fait, on va avoir une période très sèche et très ensoleillée. Donc, on va commencer à voir certainement sur des jeunes vignes ou sur des sols un peu tassés où on ne gère pas bien les choses, des stress hydriques qui vont apparaître très tôt, mais dans les parcelles bien travaillées, avec, avec un souci de structuration des sols et aussi un enracinement relativement profond. De plus, et notamment pour le château Edmus, qui est un sol quand même assez drainant avec ses graves sableuses, mais cette veine d'argile en sous-sol qui va, elle, justement, garder son humidité et permettre aux racines qui y sont confortablement implantées de pouvoir s'alimenter sans stress aucun. Et on va arriver dans une période de maturité qui sera très longue et très qualitative parce qu'en fait, on a à partir du 15 août les premières saveurs d'automne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un temps qui est magnifique, mais on a des très grosses amplitudes entre jour et nuit, ce qui fait que la maturité des tanins, c'est un peu ce qu'on cherche. C'est un espèce de tannage de la peau. C'est-à-dire que la nuit, avec le froid, elle se rétracte un peu comme nous, et puis elle se dilate la journée. Et à force d'avoir cette action mécanique sur sur les peaux, et ben, on commence à créer une attractivité. Je me souviendrai moins longtemps du grand luxe de la préparation des vendanges parce qu'on a été des conditions idéales, un état sanitaire absolument parfait, et on pouvait vraiment aller chercher les raisins quand il fallait.
quand on le souhaitait. En fait, on pouvait faire un peu. On avait un champ stylistique extrêmement large. Ceux qui voulaient ramasser tôt pour faire des vins frais, garder de l'acidité. Ceux qui voulaient ramasser très tard pour faire des vins beaucoup plus bodybuildés. Nous, on aime bien les choses un peu justes. On essaye toujours de faire des maturités parce que on estime qu'il faut un point de maturité important pour rentrer dans une initiation qui va nous donner des vins identitaires. Et l'identité des vins du Château Edmus, c'est principalement l'élégance. Mais dans ce genre de millésime, on va y ajouter une certaine puissance et surtout un certain équilibre, puisque on va garder des pH assez bas, des bons niveaux d'acidité. Et donc, c'est à mon avis, là depuis la petite existence, mais 20 ans, plus de 20 ans déjà de Château Edmus, peut-être aujourd'hui sur le millésime de référence. Il y en a d'autres qui arrivent après et qui sont très, très intéressants. Je pense au 18, je pense au 19, je pense au 22, qui va être un millésime absolument fabuleux. Mais en tout cas, dans cette courte histoire, je pense que aujourd'hui, le 2016 de Château Nice sera un peu le patron et un peu le roi des millésimes pour l'instant produits. Et Stéphane, tu parlais de l'arrière-saison qui était très belle en 2016, qui a permis d'attendre, de récolter la maturité parfaite. Tu as parlé aussi de composantes techniques, hein, de l'acidité, du pH, etc. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, expliquer comment on décide de la date de vendange? Parce que c'est quand même peut-être le premier geste de l'œnologue, c'est de choisir la bonne date de vendange. Et il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Est-ce que tu peux expliquer comment vous décidez de cette date de vendange? Ben nous, on la décide de manière extrêmement sensuelle. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a plusieurs manières de suivre une maturité. Elle peut être faite de manière analytique, c'est-à-dire avec un suivi analytique qui va concerner les quantités de sucre, les acidités, les pH, etc., l'extractibilité des tanins, des anthocyanes. On peut faire aussi des courbes selon une méthode où on va mesurer la courbe des anthocyanes qui va monter sans arrêt et certains prétendent, j'en suis pas certain, que quand elle commence à se stabiliser puis à descendre, la maturité du raisin est là. Moi, vous savez, je suis pas un œnologue, j'ai un CAP de tourneur-fraiseur, donc j'ai jamais appris trop ces analyses-là. Je dois même dire qu'elles me perturbent un peu. Et on est obligé d'en faire une pour la traçabilité parce que on a des traçabilités à tenir dans les propriétés. Mais nous, et Romain, qui est un peu de cette même veine, je peux vous dire que les analyses, même pas on les regarde, quoi. Donc nous, en fait, non, c'est complètement sensuel, c'est d'aller marcher dans les vignes, c'est d'aller se faire une idée non seulement globale, mais je dirais presque intraparcellaire, parce que même sur 1,8 hectare, il n'y a pas le même sol partout. Romain, il a identifié 3 zones différentes, il vous l'a dit. Bah, de ces 3 zones différentes, on va pas avoir exactement les mêmes comportements, on va pas avoir exactement les mêmes goûts, les mêmes équilibres. Et en fait, nous, on aborde un peu la vinification comme un chef aborde son assiette, quoi. C'est-à-dire que il faut aller faire le marché. Et puis le mieux pour faire marcher, c'est de voir, de toucher, de goûter les produits. Et c'est vraiment ce qui va nous décider à vendanger. Donc c'est un peu contraignant parce qu'il faut y aller. Il faut y aller au moins 2 fois par semaine. Donc c'est beaucoup d'interventions. Mais on peut goûter un raisin et anticiper une date de vendange à peu près à 8-10 jours. Donc ça va plutôt pas mal. Et puis l'idée aussi de pouvoir récolter des raisins à parfaite maturité, c'est aussi l'idée derrière de pouvoir être extrêmement, peu interventionniste. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un raisin qui est mûr, je vous expliquais que pour la maturité, il y a le style du millésime qui va offrir un peu la famille aromatique, mais la maturité phénolique, celle qu'on va décider, c'est elle qui va nous renseigner sur la forme du vin, sur sa largeur, sur sa forme, sur sa rondeur. Est-ce qu'il sera sensuel, large, long? Ça, on peut avoir une indication extrêmement précise, rien qu'en dégustant les raisins. Quand on déguste un raisin, ce qui nous intéresse, c'est la peau. Le jus, on s'en fout un peu. Le jus, c'est du sucre et des acides.
Ça a bon goût parce que c'est du fruit frais, mais quand vous passez un mois à bouffer 250 kilos de raisin par jour, ben, on est vite après parce que c'est pas terrible. Mais c'est vraiment le fait de mâcher la peau. Donc, pour goûter la maturité d'un raisin, ben, c'est un acte physique entre la peau du raisin et la dent. Et il faut vraiment que le raisin perde son aspect caoutchouteux. Il faut une fois avoir été craqué par l'amont, développe une certaine sensation un tout petit peu veloutée. Et ensuite, qui nous laisse une finale qui soit pas agressive, mais légèrement astringente, un peu la sensation qu'on a quand on finit un thé froid qui a été un peu infusé longtemps. Vous voyez, cette sensation un peu astringente, un peu tannique. Et ensuite, on va regarder un peu la qualité des pépins. Et 2016 est aussi un millésime extrêmement intéressant parce que le pépin dans le raisin, il y en a 2 ou 3 par raisin. Sur la maturité, c'est quelque chose de très, très important parce qu'il va contribuer à apporter beaucoup de tanin. Et évidemment, un pépin un peu vert va donner un côté un peu huileux et va donner un côté un peu métallique dans les finales des vins. Alors que quand il est bien mûr, et c'était le cas en 2016, bah, il va apporter des côtés un peu torréfiés, un peu noisettes, et surtout, il va amener des côtés réglissés, des côtés beaucoup plus suaves et surtout moins agressifs en finale, chose sur laquelle on est très, très attaché parce que on pense que la définition d'un grand vin, pour nous, c'est la finale. En tant que vinificateur, on peut tout faire, on peut travailler le milieu de bouche, on peut travailler l'attaque, c'est une question de muscle, ça, et d'intensité d'extraction. Mais la finale, c'est vraiment la chose sur laquelle on ne peut pas toucher. Parce que c'est vraiment la synthèse de tout le travail qui a été fait à la vigne et de la pertinence du choix de maturité. Et surtout d'arriver à ce choix de maturité précis. Comme je vous dis, ça nous permet d'avoir des vinifications assez naturelles, peu interventionnistes. On ne fait pas des vins technologiques, en fait. On fait des vins très simplement. C'est-à-dire que il n'y a pas de macération à froid, il n'y a pas les frigories, on essaye quand même, et de plus en plus d'ailleurs, d'avoir une attitude un tout petit peu, j'aime bien ce mot, comme disent les Anglais, sustainable. Faire du vin, c'est pas faire de la cuisine moléculaire. L'idée d'avoir un raisin mûr, une bonne cuve, une bonne pompe, ça nous va bien. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Je ne sais pas s'il y avait des questions avant de passer à la Une dégustation. question dans le chat justement sur le millésime 2016, à savoir si c'est un millésime, un grand millésime uniquement à Bordeaux ou sur toute la France. Ah non, c'est un grand millésime sur toute la France. C'est un grand millésime sur toute la France parce que il est assez rare que les grands millésimes ne soient pas généreux avec tout le monde. Il est assez rare d'avoir des grands millésimes dans une région qui ne soient pas dans une autre. Mais là, c'était assez unanime. Tous les vins étaient magnifiques justement parce que on a eu surtout cet été qui a été sec et ensoleillé et qui a permis, c'est le soleil qui brûle l'acide. Hein, et souvent, quand les vins sont pas mûrs, ben, ils sont acides. Donc, le soleil a brûlé beaucoup d'acide et a permis de faire des vins très, très suaves et surtout cette espèce d'arrière-saison absolument magnifique qu'on a eu avec des journées très chaudes et des nuits très froides ont permis de finir une maturité parfaite et que ça soit dans la Loire, en Bourgogne, dans le Languedoc, le Rhône, le Sud-Ouest, partout en 2016, il y a des vins absolument magnifiques. Super. Peut-être on peut, maintenant qu'on en a pas mal parlé, qu'on est bien au fait de millésime, est-ce qu'on peut parler de commencer à déguster un petit peu le vin et petit à petit, on parle du vin, un peu de l'utilisation, rentrer un peu dans le détail sur les composantes de cépage, la vinification de 2016. Tu veux en parler, Stéphane, non? Bah ouais, un peu, si je veux bien. Enfin, mais si quelqu'un veut en parler, moi je suis totalement open. Ouais. C'est le moment de déguster. Allons-y. Alors, il y a une chose qui est frappante. Moi, j'ai versé le tube il y a à peu près 1 heure maintenant. Et comme je suis privilégié et que j'en ai 2,
j'ai un autre verre avec le tube que je viens juste voilà. Donc, la première chose qui est extrêmement rassurante, c'est que l'évolution dans le verre est lente. Hein. Donc, c'est un vin qui est plein de santé. C'est ce que ça veut dire. C'est un vin qui est naturellement riche et qui n'est pas sujet à une oxydation précoce dès qu'on le verse dans le verre. Donc, ça veut dire que on peut le boire en magnum et prendre son temps. C'est pas un souci. Non, plus sérieusement, bon, je ne sais pas quel niveau de dégustation ont les gens qui écoutent. On va faire un truc un peu simple, mais en tout cas, le premier plaisir d'un vin, c'est de le regarder. Et là, on a quand même une couleur qui est assez dense, assez sombre, certes brillante, mais avec un reflet assez peu évolué. Donc, c'est un vin, on est encore sur un vin relativement jeune, quoi, malgré son âge. Si vous prenez un millésime un peu antérieur comme 2014 ou même un peu après comme 2017, vous allez voir des vins déjà plus évolués. Donc, il y a déjà une grande richesse dans ce vin. C'est un nez qui commence à s'épanouir, c'est un nez intéressant, mais qui est encore très jeune. C'est un vin qui a un grand potentiel de garde. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le boire comme ça. On peut avoir beaucoup de plaisir à boire des vins jaunes et sur le fruit. Je trouve qu'il est déjà très agréable parce qu'il possède un nez quand même qui est marqué par le merlot. Et le merlot, quand il est beau, quand il est mûr, on lui reproche souvent de compoter un peu. Là, mais là, ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment sur la corbeille de fruits qui est très, très fraîche. On trouve aussi ces caractères un peu graveleux qui donnent des notes peut-être légèrement réglissées, légèrement dans un côté dans un côté de fruits noirs. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'ouverture, vous allez voir, peu à peu, ce fruit évident va évoluer vers un monde un peu plus épicé, je dirais presque même un peu plus floral. On a des choses un peu comme l'iris, quoi, qui est une fleur magnifique, très légèrement poivrée. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas encore aujourd'hui la moindre note tertiaire, quoi. On est vraiment sur un vin jeune. On peut avoir, et très souvent, je dirais même pratiquement toujours, sur ce type des sols, on a des évolutions tertiaires, c'est-à-dire, alors, les arômes tertiaires, c'est les arômes que le vin va fabriquer une fois qu'il sera en bouteille, hein, qu'il va fabriquer grâce à un élevage minutieux qui est l'élevage qui n'est autre, et d'où le choix de composés qui ne sont pas complètement étanches à l'oxygène comme la barrique. C'est une espèce de sevrage, en fait. Hein. Élever un vin, c'est un peu comme un bébé, quoi. C'est-à-dire qu'on va lui donner des doses infinitésimales d'oxygène pour l'aider à combattre la réduction. Et ensuite, il va y arriver un moment où il n'aura plus besoin de cet oxygène, où il sera stabilisé, où tout sera polymérisé. Puis là, on peut rentrer dans un process de mise en bouteille, où là, il va se retrouver de nouveau dans un milieu étanche et avec l'oxygène qu'il aura patiemment accumulé dans des toutes petites doses, il va continuer sa vie en milieu étanche et développer d'autres arômes qu'on appelle tertiaires. Alors, très souvent, sur les vieux Ennemis, on les a souvent, on va vers des arômes que moi j'aime beaucoup parce qu'on est dans des arômes d'automne, on est dans des arômes de terre humide, on est dans des arômes de terreau, un peu l'odeur d'une balade après une pluie dans une forêt, ces choses-là. Parfois, dans les grands millésimes, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas là, parce qu'on a quand même l'érosion de la côte de Saint-Émilion qui emporte des allergies qui sont légèrement calcaires, donc on peut avoir une apparition de notes un peu florales, comme je vous ai dit, là ça commence à être le cas, mais aussi on peut avoir une apparition de notes un peu truffées. En fait, toutes ces choses assez nobles qui évoquent les belles senteurs d'automne. Donc voilà pour la partie aromatique. Je suis moi-même il y avait longtemps que je n'avais pas goûté ce vin, assez impressionné par sa capacité à vieillir lentement. Je suis très jaloux de ce vin. Et en plus, sur un bouquet d'une très jolie complexité où on a beaucoup de maturité et on a beaucoup de fraîcheur. C'est vraiment pas évident d'avoir à la fois de la fraîcheur et de la maturité. On est vraiment sur le choix libre. Le choix de la date de vendange là-dessus est crucial. Pour avoir avant le choix de la date de vendange,
je répète que c'est le millésime de la décennie. Vraiment, des millésimes comme ça, il y en a pas énormément par siècle, soyons clairs. 2016, c'est un grand millésime qui pourra s'apparenter peut-être à 2010, ou peut-être en rive droite à 98, qui était un grand millésime. Mais après, même si on était dans un monde où on travaille pas sur les mêmes maturités, mais ce sera forcément un millésime de légende. C'est un très, très beau millésime. Et voilà. Donc en fait, il y a aussi quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce vin, c'est-à-dire que on aura souvent tendance à mépriser un peu le merlot, souvent parce que quand il est sur des millésimes de grande maturité, et ben souvent on lui reproche d'être un peu mou, de manquer un peu d'énergie, d'être un peu dans un monde sucré. Et là, c'est pas du tout le cas. Je trouve qu'on est vraiment dans un monde sensuel. D'abord, c'est un vin puissant. Et quand je dis puissant, ça ne veut pas dire concentré, parce que tout est lié, tout est enrobé. Et quand vous mettez ce vin en bouche, si vous fermez les yeux et que vous essayez d'imaginer la courbe qui vous dessine entre l'entrée en bouche et la sortie en bouche, ou au moment où vous l'avalez, eh ben, vous êtes dans un monde assez sphérique, assez feutré, assez doux, que moi je qualifierais d'assez sensuel, d'assez apaisant. Mais jamais lourd. C'est-à-dire pas dans un monde de mollesse, de sucrosité. C'est un vin qui a une énergie. C'est un vin qui a une véritable deuxième partie de bouche, fruitée, et comment dire, et légèrement épicée, légèrement réglissée aussi, des petites notes de zan que j'aime beaucoup, et surtout qui va vous laisser une bouche complètement ouverte, quoi, qui appelle vraiment le second verre qui est, on est dans la puissance tranquille, quoi. C'est un vin qui est très sérieux, mais absolument pas fatigant. C'est vrai qu'il n'est pas fatigant. Une fois qu'on en a bu, on a envie d'en reboire. Et Ouais, c'est un vin rapide. Salinité à la fin. Il y a cette salinité en finale qui est très agréable, qui donne envie d'en revoir. Mais comme tu disais, le vin évolue beaucoup. Tu dois voir une différence entre le verre que tu as ouvert il y a 1 heure et celui que tu viens d'ouvrir. Moi, déjà, là, il y a une demi-heure, enfin 1 heure quand on l'a ouvert et maintenant, je trouve qu'il a beaucoup évolué. Si vous avez la patience de laisser encore une petite demi-heure dans votre verre, ce qui reste, n'hésitez pas parce que c'est vraiment intéressant l'évolution des arômes. Comme disait, moi, quand je goûte les deux côte à côte, là, celui que je viens d'ouvrir avant de vous parler, qui a quelques minutes d'ouverture, donc le même que j'avais ouvert il y a 1 heure, qui me paraissait très bon, là, il me paraît un peu monobloc par rapport à celui qui s'est ouvert et qui devient de plus en plus aérien, qui prend une dimension un peu florale, oui, un peu plus aérienne, je dirais presque un peu plus légère, mais pas dans le manque de puissance, au contraire, parce que je réitère tout ce que je vous ai raconté, mais une espèce de puissance de plus en plus assumée, de plus en plus évidente et surtout de plus en plus accueillante en termes pour le dégustateur. c'est vrai que ça, c'est un signe aussi d'un grand vin qui évolue comme ça et qui se révèle petit à petit au cours d'un repas. C'est formidable l'évolution. Et je crois que c'est aussi des bouteilles qu'on peut ouvrir sur plusieurs années lorsqu'on a la chance d'avoir une caisse de ce vin-là, de pouvoir en ouvrir de temps en temps, de voir l'évolution du vin, qui est différente à raconter à chaque dégustation. C'est clairement des vins qu'on peut boire sur, je sais pas moi, sur 20 ans et plus si vous avez une bonne cave. C'est vraiment des vins qui sont construits pour ça d'ailleurs. C'est vrai que c'est super, c'est un grand plaisir de le découvrir. Laurent, tu peux peut-être nous dire pourquoi tu l'as gardé si longtemps, secrètement stocké dans les chais. Et pourquoi tu voulais le sortir maintenant? Est-ce que ça te paraissait être le moment? Qu'est-ce qui t'a décidé à le sortir maintenant? Oui, clairement, l'idée, si tu veux, c'est d'aujourd'hui de pouvoir sortir des vins que les gens vont ouvrir avec plaisir. Ces grands bandeaux qui sont taillés pour la longue route, comme ce millésime-là,
souvent offrent une tension, offrent des tanins qui, si tu les ouvres trop tôt, peuvent un peu t'agresser. Mais pourtant, il a en lui tout ce qui fait qu'il sera bon dans 5, 10, 15 ans. Et Stéphane parlait peut-être plus. Il est vraiment taillé pour la longue route. Et donc, hors de question pour nous de mettre un vin entre les mains de quelqu'un qui va faire ce qu'on a fait là et qui va dire il est bon, mais il est jeune. Là, ce n'est pas du tout la réflexion que tu as. Et aujourd'hui, on sait que 98% des vins sont bu dans les 2 heures après l'achat de la bouteille. Donc, peu de gens ont le luxe de pouvoir stocker, acheter et puis garder pour beaucoup plus tard. Donc pour nous, c'est une contrainte qu'il faut qu'on regarde. Et dans la trajectoire qu'on se donne avec Stéphane, avec Romain, voilà, on veut pouvoir procurer un vin qui donne un plaisir immédiat et qui va raconter une autre histoire au fur et à mesure qu'on va le laisser grandir et vieillir. Je pense que le millésime 2016, c'est vraiment le millésime qui peut raconter ces histoires. Et chaque année, on va ouvrir une bouteille et chaque année, il va raconter quelque chose de différent, il va évoluer. Donc, c'est vraiment un très, 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 très beau millésime, un très grand millésime qui a aujourd'hui cette capacité, après 6 ans, hein, on l'a gardé pendant 6 ans. Voilà, la bouteille, ça y est, elle est là. Elle sort de nos caves, elle sera disponible d'ici quelques minutes sur le site du château. Ça y est, enfin, voilà, il n'y aura pas de mauvaise surprise. On va pouvoir avoir du plaisir tout de suite et puis le redécouvrir et qu'il nous raconte une nouvelle histoire chaque année. Je pense que c'est vraiment la promesse que nous, on veut tenir avec ce vin-là, en particulier ce grand vin, 5 millions de grands crus. C'est de pouvoir accompagner les gens, nos clients, aujourd'hui, demain et après-demain, à travers des dégustations qui vont apporter un plaisir à chaque fois immédiat, à chaque fois différent. Ça, c'est la promesse qu'on va arriver à tenir. Super. Et est-ce que tu peux nous dire, là, parce que je pense que la plupart des personnes, j'imagine qu'ils ont beaucoup apprécié le vin, leur tube est probablement vide, ou il va être vide ce soir en tout cas. Comment ils peuvent se le procurer? Tu as mentionné le site du château. Est-ce que Angélique pourra aussi nous dire peut-être si ça sera disponible pour les clients Ideal Wine quand? Alors, c'est très simple. Enfin, il est en avant-première à 2 endroits. Donc, avec notre partenaire Ideal Wine, qui a une allocation de quelques caisses pour ses clients qu'on a vu ce soir. Angélique expliquera comment ça va se dérouler. Et puis, il est disponible immédiatement sur le site du Château de Mus. Ça y est, les ventes, j'ai appuyé sur le bouton. Voilà, le mail est parti. Pour ceux qui avaient fait l'effort de se procurer, d'acheter un flacon comme ça de dégustation, je vais leur envoyer un code qui permettra de défalquer ce montant du prix final de la caisse de 6 bouteilles, des caisses bois, des caisses de 6 à plat qui sont juste magnifiques. Donc voilà, ça, le mail vient de partir à l'instant. Angélique, si tu es toujours là, je ne sais pas, je ne te vois pas. Si, je suis là. Tu peux nous expliquer comment ça va se passer pour les clients d'Ideal Wine, puisque vous avez reçu votre allocation, elle est arrivée dans votre entrepôt. Et demain, elle arrive demain dans votre entrepôt, je dis une bêtise. Et donc, je te laisse expliquer comment ça va se passer. Oui, tout à fait. Le vin, dans les mêmes conditions que, effectivement, ce que tu viens d'indiquer, Laurent, les vins seront disponibles à la vente sur le site d'Ideal Wine avec la même déduction par rapport au prix d'achat du petit flacon que vous goûtez ce soir. Et ensuite, effectivement, vous pourrez très prochainement commander vos vins. Ce magnifique vin, moi, je salue la pureté. Je trouve que c'est une caractéristique que j'ai retrouvée dans un certain nombre de 2016 que j'ai pu goûter. Je sais que c'est une caractéristique que je retrouve souvent dans les vins que tu conseilles, Stéphane. C'est la pureté du fruit, une expression de fruit qui est vraiment qui est très pleine d'éclat et elle est vraiment très marquée, je trouve, sur ce 2016. Beaucoup de fraîcheur et puis quelque chose qui donne vraiment envie de même au nez, un côté presque un peu orange sanguine, qui donne vraiment envie de le boire très, très tout de suite. Et effectivement, cette signature du grand vin que tu évoquais, Stéphane, que l'on retrouve là avec cette finale qui est vraiment extrêmement élégante,
on est passé par plein de choses en goûtant ce vin, et notamment ce début de caractère épicé qui relève beaucoup la dégustation, et la finale est extrêmement élégante, on s'envole, c'est vrai que c'est très aérien, c'est un très beau vin qui est au tout début de son histoire et qu'on a beaucoup de plaisir à goûter déjà, je trouve. Merci Angélique, merci Stéphane. Moi, ça fait, j'entends toujours parler de notre vin, c'est un plaisir. On a presque envie de rougir, mais c'est vrai que là, on tient quelque chose de vraiment, vraiment exceptionnel. Bon, voilà, ça fait je sais pas, 8 minutes qu'on est ensemble, et il va évoluer. Il raconte quelque chose. La longueur en bouche, elle est toujours présente. Et on aime le boisé qui est tout à fait subtil, et ça, c'est le travail de Stéphane, de Romain. Voilà, on est sur un fruit pur qui vient être souligné par le travail du chai, mais qui n'est jamais masqué. Et donc là, on a quelque chose qui révèle vraiment le terroir, le Château Edmus, le travail des équipes. Et merci Stéphane pour ta confiance. Merci Romain pour le travail que vous faites sur ce domaine. Quand on voit le résultat 6 ans après, voilà, on est heureux, et on est aussi heureux de l'apporter à tout le monde, de le rendre disponible maintenant, de sortir, on en est fiers. Et donc, voilà, enfin, on va peut-être conclure, Maxime, à ce niveau-là. Ça y est, le millésime est disponible. Il est rendu disponible sur le châteauedmus.com. Il sera très, très vite disponible. Tous les clients d'Idalwine sur la plateforme d'Idalwine dans les mêmes conditions, nos partenaires exclusifs. Sur ce lancement, on retrouve exactement les mêmes conditions qu'au domaine chez Idalwine. Donc, voilà, on a quelques caisses de disponibles. On n'en a pas non plus des dizaines, parce que vous le savez qu'on est un petit domaine, et avec nos à peine 6 000 bouteilles par an. Mais voilà, on espère pouvoir vous accompagner sur ce millésime et satisfaire tout le monde, et puis que vous ayez de belles dégustations. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui ont pris la peine de venir passer ce temps ce soir avec nous. J'ai vu des noms d'amis et des noms de fidèles que je salue aux 4 coins de la France et de l'étranger. Et ça me fait toujours plaisir de vous retrouver pour ces moments de partage. C'est pour ça qu'on fait du vin. C'est pour ça qu'on fait du vin, c'est pour partager. Ce flacon, c'était l'occasion de vous donner, de vous montrer vous faire déguster, vous montrer qu'il était bon ce vin, puissiez y accéder tout de suite. Il nous en reste quelques-uns qu'on mettra aussi en vente pour les gens qui voudront le découvrir avant d'acheter, peut-être de s'engager à acheter une caisse de 6 bouteilles. On continuera à le mettre sur notre boutique en ligne, de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes avoir cette première expérience et se rendre compte que là, on a quelque chose d'absolument énorme, puisque c'est le millésime, comme Stéphane disait. Maxime, merci à toi. Je vais te laisser peut-être conclure. Merci de l'organisation impeccable avec tes équipes pour nous avoir permis de rencontrer tout le monde à distance, un soir comme ça, sur Internet, aux 4 coins de la France. Et je te remercie encore pour ton accompagnement pour le Château Edmus. Tout ce que vous faites chez Phoenix, c'est remarquable. Merci à toi et merci à tes équipes. Merci Laurent beaucoup. C'était vraiment toujours un plaisir de toute façon surtout de découvrir chaque année le nouveau millésime et de le voir évoluer dans le verre. Là, il est encore meilleur qu'il y a 1 heure. C'est vraiment un grand plaisir. Bravo pour ce que vous faites. C'est un très bon choix. On a échangé depuis 8 ans maintenant avec Laurent. On a fait le tour de plein de domaines. Et finalement, quand on peut avoir regardé beaucoup de domaines, et on a étudié beaucoup de business plans et beaucoup de simulations, il a jeté son dévolu sur le Château Edmus avec seulement 1,5 hectare, qui devenait vraiment la pépite qu'il a fait. Et je pense que là, quand tu vois tous ces millésimes qui sont en plus mis en vente à maturité, ça doit être un grand plaisir pour toi, également bien sûr pour les gens qui vont les déguster. Donc merci encore pour ça. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces éclaircissements. Merci Stéphane. Avec plaisir. Merci Angélique aussi pour la participation. On reparlera une prochaine fois, je pense, de l'opération NFT que vous avez menée, quand même assez extraordinaire. Tu veux peut-être en dire 2 mots, Angélique? Oui, c'était une très belle expérience. Effectivement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on a été très heureux d'adjuger sur Idalwine une cuvée extrêmement rare dont on n'a pas parlé ici ce soir, mais la cuvée Phi, un vin élevé sans soufre, voilà, et de façon assez naturelle.
et qui avait la particularité, donc vous en aviez fait, je crois, 20 magnums, et nous en avons adjugé sur Ideal Wine 10. Ces magnums étaient ornés de voilà, l'étiquette que vous voyez ici, qui avait été dessinée par l'artiste tatoueur Dimitri Hka. Et ces magnums avaient la particularité d'être équipés de cette puce Windex que nous avons développée sur Ideal Wine depuis 2019 et qui équipe les bouteilles d'une valeur importante. Et dans cette puce est embarqué donc un certificat comportant un certain nombre d'informations d'expertise qui sont stockées dans la blockchain, donc parfaitement sécurisées. Et ces magnums avaient la particularité de contenir l'œuvre numérique unique à chaque magnum. Donc, ça a été la première fois que des flacons équipés d'un NFT présent sur la bouteille étaient adjugés. Et on a eu un très beau succès, très bel engouement de la part des enchérisseurs, puisque le magnum numéro 1 a été adjugé de plus de 5 200 €. Donc, on a tous été extrêmement heureux de ce résultat et c'était vraiment une très belle opération qu'on a été vraiment heureux de mener avec toi, Laurent, et avec toute l'équipe d'Emus. Bien. Peut-être pour ouvrir, Laurent, et inviter les personnes quand ce sera possible prochainement, à venir visiter le château, tu peux nous parler de la partie œnotourisme? Moi, je resterai bien encore quelques heures à expliquer tout le travail que l'on fait. On a dans le bâtiment qu'on a rénové. Laurent, je te coupe une seconde, excuse-moi, mais il faut vraiment que je parte, moi. Stéphane, merci encore. Merci. Normal. Merci. Merci Stéphane. On termine juste là-dessus et puis après on dira au revoir à tout le monde. En deux mots, effectivement. Salut Stéphane. Merci Stéphane. À bientôt. Avec plaisir. En deux mots, on a rénové un vieux bâtiment, on a démonté toutes les pierres, on a remonté le bâtiment avec, voilà, parce que ça c'est le résultat final. Et donc il y a une suite, enfin un endroit juste magnifique où on peut résider et dormir entre une fenêtre qui vous donne sur le chai et une autre fenêtre qui vous donne sur les vignes avec une magnifique baignoire. Voilà, une magnifique baignoire qui a été mise en place devant la cheminée. Donc c'est un lieu unique, c'est un lieu qui ressemble à ce qu'on fait, et audacieux. Pardon, et qui reflète l'âme du château Elmus, ce petit pas décalé qui fait qu'il est différent de ce que l'on trouve, de ce que l'on voit ailleurs, mais c'est cette chaleur que l'on garde et que l'on garde pas pour tout le monde parce que c'est petit, parce qu'on fait très peu de bouteilles, mais que l'on garde pour tous les gens qui nous suivent et qui nous accompagnent. Donc, il y aura moyen de résider dans quelques semaines dans cet endroit. Et on vous expliquera comment, sur les réseaux sociaux, il faut qu'on s'organise pour pouvoir faire un bel accueil. Voilà. C'est vrai que cette chambre est extraordinaire. On a eu la chance d'y aller récemment. Ici, là, sur la photo, on a d'un côté vue sur les vignes et de l'autre côté, on a une vue sur le chai. C'est ça qu'on ne se rend pas compte. C'est qu'on peut voir les barriques et Elmus, celles qui sont derrière moi. On peut les voir lorsqu'on est dans le lit, probablement, dans la mémoire. On voit d'un côté les barriques, de l'autre côté les vignes. Ça va être prochainement disponible, tu nous informeras pour venir vivre l'expérience de l'Elmus de l'intérieur. Voilà, je voulais juste ouvrir là-dessus parce que c'est important que c'est un projet qui va arriver bientôt, d'en parler. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier tous de votre présence. Merci Stéphane Parti, merci. Romain, bonne soirée en Italie avec Louisa qui est une des Wine Angels du Château Elmus. Angélique, tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi je voudrais vous remercier et vous dire que c'était vraiment une belle dégustation et j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous aussi. Et merci. Merci pour ce bel événement. Merci à toi, merci Laurent, merci à tous et on espère à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir. Merci Tarantino, merci Eric. Bye bye.